Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media, une heure en compagnie également de Jean-Marie Bordry, l'œil aiguisé, la voix polie de vos matinales sur Sud Radio. Toujours bonjour. poli et polissé. Merci Stéphane Simon, bonjour à vous. Alors avec nous également Victor Lefebvre, enquêteur à Factuel, bonjour Victor. Bonjour Stéphane Simon. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gilles Diars, contrôleur aérien, 17 ans dans l'armée de l'air et aujourd'hui dans l'aviation civile. Bonjour Gilles Diars. Bonjour Stéphane Simon. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler d'un livre qui déchaîne les passions, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, menace de mort sur ses auteurs, volonté de censure. Nous parlerons avec un de ses auteurs, ou une de ses autrices, vous direz bien comme vous voulez, Dora Muto, et nous reviendrons sur les révélations de ce livre. Mais tout de suite, je voudrais que l'on parle de sécurité aérienne et que l'on revienne sur l'accident spectaculaire de l'avion Boeing reliant Londres à Singapour qui a dû atterrir en urgence à Bangkok, en Thaïlande, après des turbulences extrêmes. Bilan de l'accident, un passager britannique est mort, 104 personnes ont été blessées, beaucoup dans un état grave. Victor Lefebvre, que s'est-il passé à bord de cet avion ? Oui, donc c'est un avion du constructeur américain Boeing, un 777 plus exactement, qui faisait la liaison entre Londres et Singapour. Donc il transportait 211 passagers et 18 membres d'équipage. Et alors au moment où ça s'est produit, donc c'était en haute altitude, à plus de 11 000 mètres d'altitude, les passagers venaient à ce moment-là de recevoir leur plateau de repas. L'avion se trouvait donc, vous l'avez dit, au sud de la Birmanie, à plus de 11 000 mètres d'altitude. 10 heures après son décollage, lorsque soudainement, l'avion commence à s'incliner, à trembler. Il s'élève alors de façon extrêmement violente et plonge ensuite à 2 reprises. Et donc le plus vraisemblable, c'est que ce soit il ait traversé une zone de turbulence météo en haute altitude. Donc le pilote aurait procédé à une descente contrôlée de l'avion afin d'éviter cette zone de turbulence. Il a chuté d'environ 1900 mètres d'altitude. 1900 mètres de plongée. Spectaculaire. Le pilote n'a malheureusement pas eu le temps d'avertir la cabine, ce qui fait que tous les passagers qui n'étaient pas forcément assis avec leur ceinture de sécurité ont été projetés vers le plafond, raison de ces blessures extrêmement graves. Donc certains ont eu des fissures, des lésions sur le crâne, et les blessures qui sont décrites sont extrêmement graves. Il y a plus de 20 passagers qui sont toujours en soins intensifs pour des lésions au cerveau, au crâne, à la colonne vertébrale, et donc vous l'avez dit, un mort, une victime, un passager britannique. Des passagers ont raconté ce qu'ils ont vécu. C'était une véritable scène cauchemardesque. Terreur absolue, dit certains d'entre eux. Oui, certains d'entre eux, effectivement. Le PDG de Singapore Airlines a déclaré être vraiment désolé pour l'expérience traumatisante vécue par les personnes à bord. Alors c'est bien le moins. C'est bien le moins, mais c'est évidemment un cas qui est quand même extrêmement rare, puisque donc l'hypothèse retenue, c'est celle de la turbulence météo. Mais il faut quand même signaler, c'est quand même un détail important, que selon une étude britannique réalisée en 2023, la durée des turbulences a augmenté de 55% entre 1979 et 2020, conséquence probable du réchauffement climatique. À l'heure actuelle, Boeing n'est pas mis en cause, malgré les déboires connus par... Alors on va y revenir, mais vous me précédez là, vous allez un peu vite. Je voudrais profiter de la présence de Gilles Diars pour lui demander si ces accidents sont effectivement, comme vous le dites, tout à fait exceptionnels, ou est-ce qu'ils sont amenés à exister de plus en plus, Gilles Diars ? Alors, des accidents des incidents comme ça dans des turbulences, on en a tous les ans. Parce que quand vous avez des traversées de masse orageuse ou de turbulences en ciel clair, ce qui arrive aussi, vous pouvez avoir des passagers qui ne sont pas attachés, qui sont projetés au plafond. Ça, on en a tous les ans. Là, ce qui est intéressant, ce qu'a dit votre confrère, c'est que ça s'est produit 10 heures après le début du vol. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipages, avant le vol, ils ont un briefing météo. Mais ce briefing météo, là, en l'occurrence, il avait dû être fait 10 heures, voire même 12 heures avant. Or, la situation, notamment dans les orages, elle peut évoluer très très vite, ce qui fait que le briefing que vous avez avant le vol ne reflète pas forcément ce que vous allez rencontrer 10 heures après. Donc les équipages, ils ont ensuite des tablettes, des iPads qui ont des mises à jour également de la météo, qui leur permet de voir l'évolution des masses orageuses grâce à l'Internet avec les liaisons satellites à bord de l'avion, ce qui leur permet d'anticiper un petit peu. Et puis après, en dernier recours, vous avez le radar météo, qui lui va balayer devant l'avion, va donner une image de ce qu'il y a devant et on va dire donner des opportunités aux pilotes de dire si on tourne à droite, à gauche pour éviter certains orages. Parce que les avions à haute altitude comme ça, ils ne peuvent pas passer au-dessus des orages, ils sont obligés de les contourner. Le problème, c'est que ce qui a dû certainement se passer dans ce cas-là, autour des orages et surtout dans les orages, vous avez des turbulences. Dans les nuages d'orage, vous avez des vents ascendants qui sont très forts.
Le problème, c'est que autour des orages, parce qu'on se méfie assez peu, on a tendance à dire, bon, on contourne l'orage, on reste un peu à côté, on risque rien. Mais sur les côtés de ces orages, vous avez des vents descendants qui peuvent être extrêmement brutaux. Et ce qui, en l'occurrence, s'est certainement passé là, c'est que vous avez l'avion qui va rentrer dans une turbulence qui va le faire monter, donc on va le faire monter comme ça, et il va se prendre derrière la rafale de vent qui descend, et c'est là que tout le monde est projeté en fait au plafond. Et le gros danger, c'est pas forcément le plafond lui-même. Vous allez bien sûr avoir des traumas crâniens éventuellement sur le plafond, mais c'est surtout la chute. La chute peut être extrêmement dangereuse parce que vous avez des sièges, des passagers, des accoudoirs, et c'est là souvent que les blessures dégâts se font, bien sûr. Alors quand on parle de 55% de turbulences en plus sur une année, on voit bien qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique quand même. Est-ce que ça veut dire que les avions vont, dans les années à venir, devoir prendre en compte ce paramètre, je dirais, climatique en plus ? Ils le prennent déjà. Ils le prennent déjà dans la conception même de l'avion. On voit que l'avion, il a résisté. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Parce que souvent, ça fait peur à des passagers quand ils voient les ailes qui bougent. Et les ailes qui bougent souvent dans les orages. J'ai eu l'occasion d'en vivre une fois en Airbus. C'était impressionnant de voir le bout d'aile qui se déplaçait de 1,50 m en bout d'aile. Et l'aile qui est flexible. Mais l'aile est flexible justement pour pouvoir absorber une partie des chocs. Et les avions sont prévus pour ça. D'accord. Maintenant, à l'avenir, on s'attend à avoir davantage de turbulences, des orages de plus en plus sévères. Le problème dans ce cas de turbulence, c'est que c'est pas toujours prévisible. Les radars ne les affichent pas forcément, ces mouvements d'air. Donc la surprise, quand ça arrive, elle est totale. C'est pour ça qu'un conseil qu'on peut passer à nos auditeurs, quand vous prenez l'avion, gardez toujours votre ceinture attachée, même si vous êtes en croisière et que vous avez le voyant de ceinture qu'on vous demande, vous pouvez la détacher. Oui, ça vous permet de vous détacher pour aller aux toilettes, mais le reste du temps, gardez la ceinture. Gardez la ceinture. 10 heures, c'est long, et ils étaient en vol depuis 10 heures. J'avais une question. À partir de quel type de conditions climatiques, en théorie, la structure d'un avion ne pourrait pas résister ? On imagine qu'il y a des normes. Un avion ne peut pas résister à tout non plus. Alors, il y a des marges qu'on appelle des facteurs de charge. C'est-à-dire qu'un avion, il va être étudié pour résister à un certain facteur de charge. Je n'ai pas le facteur de charge de Boeing 777 en tête. Là, il faudra voir dans le rapport d'enquête qui sortira, alors peut-être plutôt dans un an, parce que tout ça, c'est enregistré par les boîtes noires de l'avion, l'enregistreur également. Et donc, on aura les informations du facteur de charge qu'aura subi l'avion. Donc, ce serait intéressant de le voir. Tout à fait. Alors tout ça intervient dans un contexte particulier pour l'avionneur Boeing. Je rappelle, en mars dernier quand même, 4 lanceurs d'alerte des anciens employés de Boeing, dont un ingénieur, ont témoigné le mercredi 17 mars pour être précis, devant une commission d'enquête du Sénat américain pour prévenir de graves problèmes de production. Il y a des problèmes, semble-t-il, sur les Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777, Gilles Diars. Au niveau des lanceurs d'alerte qu'on a, c'est pas nouveau, il y en a déjà eu par le passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Boeing a subi de plein fouet en fait la crise du Covid. Ils se sont séparés d'énormément de personnel qualifié, et quand il a fallu reprendre les cadences de production, ils se sont trouvés à devoir embaucher des personnes qui avaient moins d'expérience, et ça en a souffert au niveau de la qualité de certains équipements. Il y a également des problèmes au niveau des sous-traitants, qui n'ont pas forcément des normes de qualité qui sont aussi élevées que ce que Boeing attendrait. Ouais. Donc vous avez tout cet ensemble qui fait qu'il y a des problèmes sur, non pas la fiabilité en globalité des Boeing qui est très bonne, mais il y a des problèmes de qualité. Par contre, les avions comme le Boeing 777, c'est le meilleur avion que Boeing n'ait jamais conçu. On a un pilote de ligne qui est le meilleur avion, le Boeing 777, c'est un avion qui est très très reconnu pour sa fiabilité et sa sécurité. Mais néanmoins, Victor Lefebvre, il y a quelque chose qui se passe autour de cette commission d'enquête. D'abord, il y a eu des responsables de Boeing qui ont été écartés des directions opérationnelles, donc c'est pas rien. Il y a quand même des fautes qui ont été commises ou des vigilances qui n'ont pas été, je dirais, appliquées. Et puis, il y a eu fait incroyable et sans être complotiste, 2 lanceurs d'alerte retrouvés morts quelques semaines plus tard dans des circonstances incroyables. Racontez-nous ça. Oui, alors c'était même alors que se tenaient les audiences au Sénat américain, le 9 mars dernier, John Barnett, un ancien employé de l'entreprise, qui avait dénoncé des problèmes de contrôle de qualité et de sécurité au niveau de la production, est retrouvé mort dans le parking d'un hôtel de Charleston en Caroline du Sud, alors que se tiennent donc les audiences. Moins de 2 mois après la mort de John Barnett, un autre lanceur d'alerte, Joshua Dean, meurt le 30 avril dernier en
emporté en moins de 2 semaines par une infection soudaine à propagation rapide. Et c'était donc un ancien contrôleur qualité, vous l'avez dit Gilles Diars, chez Spirit Aerosystems, donc un des sous-traitants de Boeing. Et il était l'un des premiers à affirmer que la direction de ce fabricant de pièces d'avion avait tenté de dissimuler des défauts de fabrication des 737 MAX. Donc retrouvé mort dans des conditions pour le moins étonnantes. On va vous retrouver Gilles Diars dans un instant. On continue de parler de sécurité aérienne et dans un instant aussi, on sera avec Dora Muto, un des deux auteurs de Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, qui nous détaillera les menaces qui pèsent sur elle et sa co-autrice Marguerite Stern et comment elle compte y faire face. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, merci d'être avec nous ce samedi matin pour décrypter l'actualité sur Sud Radio avec Factuel.media. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry et Victor Lefebvre et nous sommes, merci également avec Gilles Diars, contrôleur aérien, 17 ans dans l'armée de l'air, aujourd'hui dans l'aviation civile, et on parle sécurité aérienne ce matin à propos du dernier accident qui a mis en cause l'avion de Boeing à nouveau et on parlait de ce qui se passe en ce moment récemment, changement de direction à Boeing, des personnels déplacés, des personnels opérationnels déplacés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Gilles Diars, sur ce sujet encore, pour conclure sur ces problèmes de sécurité récents chez Boeing? Personnellement, je ne suis pas inquiet pour Boeing, parce que c'est quand même une grosse entreprise qui a énormément de soutien également de l'État américain, mais également du point de vue de la conception des avions, je ne suis pas inquiet qu'ils vont résoudre leurs problèmes de sécurité et notamment de qualité surtout. Boeing sait faire des avions, ils ont juste perdu, on va dire, une culture de la qualité actuellement, mais ça ils vont le retrouver, ça va prendre du temps, ça c'est sûr, mais Boeing de toute façon n'a pas le choix et ils vont devoir remonter un peu la pente là-dessus. À savoir qu'actuellement, ça profite pas forcément à Airbus, tout ça. Parce qu'on est beaucoup focalisé sur Boeing dès qu'il y a un incident avec un avion Boeing, mais tous les jours, il y a des incidents avec des avions Airbus. C'est que juste actuellement, les médias sont focalisés sur Boeing, et donc le moindre incident, on en entend parler. Mais Airbus ne peut pas augmenter les lignes de production pour compenser justement les compagnies qui ne veulent plus acheter du Boeing. Donc, Boeing continuera à fabriquer des avions et Airbus également. Donc ça profite partiellement, mais Airbus ne peut pas récupérer toutes les commandes des autres compagnies. J'ai souvenir qu'il y a quelques années, c'était Airbus qui était plutôt dans le collimateur de la critique et on parlait des problèmes de l'Airbus A320. Hein. Vous en souvenez, Jean-Marie ? Effectivement, puis j'avais une autre précision à apporter parce qu'on a une manière un peu chauvine souvent de présenter les déboires de Boeing en disant bonne nouvelle pour l'Européen Airbus. Il se trouve que le fournisseur historique des moteurs de Boeing, c'est le français Safran. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'industrie française. Vous avez raison de le rappeler. Que Boeing est un trou d'air. Bon, Gilles Diars, merci d'avoir été avec nous pour parler sécurité aérienne. Je voudrais qu'on retrouve notre deuxième invité du jour qui est Dora Muto, une des autrices de Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, paru aux éditions Magnus. Mais avant de parler de votre livre en particulier, je voudrais qu'on revienne sur la plainte que vous et votre co-autrice Marguerite Stern avez déposée. Vous avez décidé de déposer à l'encontre d'une collaboratrice de la présidente du groupe de l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, une plainte, et puis une autre également contre le réseau social X. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails, Dora ? Merci. Alors oui, effectivement, on a déposé plusieurs plaintes, des plaintes déjà. En fait, c'est contre X, mais contre X dans le sens où on sait pas qui sont les gens, c'est pas contre X le réseau social. D'accord. En fait, on a déposé des plaintes pour menaces de mort parce que dans plusieurs manifestations en France, Marguerite et moi, on a reçu des menaces de mort comme Dora Muto au fond du Rhin, les fachos au feu, Stern au milieu. Les TERF au bûcher. TERF, ça veut dire trans-exclusionary radical féministe. C'est le petit mot qui est fait pour insulter les femmes qui pensent qu'être une femme est une réalité biologique. Et donc voilà, il y a une des collaboratrices parlementaires de Mathilde Panot chez LFI qui s'est permis de poster les TERF au bûcher sur son compte Twitter, ce qui est clairement un appel à mettre sur le feu des femmes comme nous, comme Marguerite et moi. On est peut-être les TERF les plus connus de France, dans le sens où on est les femmes dans des milieux féministes qui disent
très clairement que pour elle, être une femme est une réalité biologique. Donc effectivement, pendant des années, on a été harcelés, on n'a pas attaqué en justice. Pourtant, nous-mêmes, enfin voilà, il y a plusieurs plaintes à notre rencontre. Donc on a décidé cette fois-ci d'agir. Ouais, donc vous êtes menacé parce que vous rappelez quelque chose qui biologiquement est établi quand même depuis l'existence de la science, c'est-à-dire qu'une femme c'est des gènes XX et un homme c'est XY et donc le fait de rappeler cela, ça peut vous conduire à être menacé, Dora. Et oui, on vit une époque bien étrange, mais effectivement, aujourd'hui, rappeler voilà, un cours de SVT de niveau 4e peut vous emmener à pas mal de problèmes. Et voilà, vu que Marguerite et moi, on a écrit ce livre Transmania qui parle des dérives de l'idéologie transgenre, dont l'une des dérives est de dire qu'une femme, être une femme est juste un ressenti et non pas une réalité biologique, et ben quand on affirme que si, en tant que femme, on pense bien qu'être une femme est une réalité biologique et qu'on ne peut pas changer de sexe, on peut juste faire un simulacre du sexe opposé, on s'expose à énormément de problèmes. Voilà, les transactivistes sont une minorité extrêmement violente, et puis il y a tout le système médiatique qui les... On va y revenir justement. On va y revenir, mais je voudrais que Victor Lefebvre nous explique cette nouvelle insulte qui est un peu comme dire aujourd'hui vous êtes nazi, TERF. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, TERF, donc c'est un acronyme anglophone, donc péjoratif, qui désigne les féministes qui se réfèrent au sexe biologique pour désigner les hommes et les femmes plutôt qu'au genre défini de manière subjective. Le terme a été inventé en 2008 par une blogueuse féministe australienne, Viv Smith, en réaction à la décision d'un festival féministe dans le Michigan réservé aux femmes de refuser l'entrée aux femmes trans. Et le but donc de cette blogueuse était d'établir une distinction parmi les féministes entre celles qui incluaient les femmes trans de leur lutte et celles qui les excluaient. J'avais justement une petite question pour vous, Dora Muto. Est-ce qu'on peut considérer est-ce qu'on peut revendiquer le fait d'être TERF en retirant justement la connotation négative de ce terme aujourd'hui? C'est un peu compliqué parce que ce terme est tout le temps utilisé de façon péjorative, c'est-à-dire sale terf, c'est comme dire un peu sale sorcière, c'est la sorcière de 2024, c'est toujours meurtre, sale terf, les terfs au bûcher, etc. Donc c'est toujours utilisé de façon hyper négative. Ensuite, il y a certaines femmes qui ont décidé de se le réapproprier et qui disent voilà, nous on est des terfs. Moi, j'ai un peu de mal avec ça vu que dans l'imaginaire populaire, c'est quand même quelque chose de très négatif, quoi. Au-delà de l'imaginaire populaire, d'ailleurs, la meilleure manière d'y répondre, c'est de traduire le terme. Et en français, ça veut dire féministe radicale pour l'exclusion d'une trans. Alors, des trans, pardonnez-moi. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une définition pareille, au-delà du côté péjoratif, féministe radicale pour l'exclusion des trans, Dora Muto? Non, absolument pas, dans le sens où, pour moi, il n'y a pas d'histoire d'exclusion. Le féminisme, c'est un mouvement, pour moi, qui est là pour protéger et faire valoir les droits des femmes biologiques. Ça a toujours été le cas. Enfin, je veux dire, toutes les luttes féministes ont été autour de cette thématique-là, dans le sens où même quand on parle voilà, d'égalité salariale, etc., en réalité, l'égalité salariale, c'est un combat. Pourquoi? Parce que les femmes peuvent donner vie, peuvent être enceintes, et donc on les paye moins. Pourquoi? Généralement, à cause de cette enfin voilà, ce qui ne devrait pas être une problématique dans le fond, mais il y a énormément de choses dans la lutte féministe qui sont faites pour protéger les femmes, enfin les personnes de sexe féminin. Donc pour moi, il n'y a pas d'exclusion, c'est juste que là, tout d'un coup, ce n'est plus un féminisme, c'est une forme de queerisme. Bon, alors les gens utilisent le terme féminisme intersectionnel, mais pour moi, on n'est déjà plus dans du féminisme. Donc en fait, moi, je n'exclus personne, c'est le féminisme point, voilà. Le féminisme, point. Alors en tout cas, cette vague de haine contre vous, ces hurlements qui ont été déclenchés sur les réseaux sociaux, quelque part ça vous a quand même aidé parce que, pardon, votre livre est un succès, un véritable succès. Et justement, pourquoi ne pas avoir, plutôt que de déposer une plainte, choisi l'ironie pour répondre à ces militantes transgenres ? Parce que ça fait 4 ans qu'on a choisi l'ironie. Le livre lui-même est extrêmement sarcastique par certains aspects, ironique. Donc non, en fait, ces gens-là, il y a un moment, il faut les arrêter. C'est-à-dire qu'ils se permettent tout. Ça fait 4 ans qu'on croule sous les menaces de mort. Eux-mêmes
osent nous attaquer en justice. Il faut rappeler que je suis mise en examen parce que sur le plateau de Quelle époque sur France 2, quand Léa Salamé m'a posé la question, est-ce que pour vous, Mariko qui est premier maire transgenre de France, est-ce que Mariko pour vous est une femme? J'ai répondu non, c'est un homme transféminin, c'est effectivement un homme qui se vêtit en femme et a l'air d'avoir eu un certain nombre de chirurgies pour paraître femme. Et parce que j'ai dit c'est un homme transféminin, réalité biologique, où en plus je montre bien que la personne est en transition, donc transféminin, je ne renie pas son genre supposé, et bien pour ça je suis mise en examen parce que des associations LGBT m'ont attaquée pour appel à la haine pour identité de genre. Donc eux, ils se permettent absolument tout. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées contre nous, contre le livre, par, il me semble, je me rappelle plus si c'est SOS ou Stop Homophobie, puisque c'est des noms très proches, aussi contre le manifeste de notre association qui s'appelle Feméliste. Enfin, eux, ils déposent des plaintes à tout va. Donc, oui, j'ai vu que la mairie de Paris avait demandé le retrait d'une campagne d'affichage de promotionnel pour votre livre, en raison de ce lobbying très actif qu'ils ont fait auprès de la municipalité. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, en plus, ça ne parle même pas de personnes transgenres, c'est ça qui est un peu comique, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui est un drag queen, donc qui ne se dit même pas trans, qui a contacté Madame Hidalgo sur les réseaux sociaux en lui disant mais vous vous rendez compte, ces affiches publicitaires pour ce livre transphobe, blablabla, il faut les faire retirer immédiatement. Anne Hidalgo, qui doit être taguée 4000 fois par jour, a pris quand même le temps de répondre à cette personne, à ce drag queen, en disant mais où sont les affiches? Et le lendemain, effectivement, les affiches étaient descendues de force parce qu'ils ont contacté JC Decaux, ils ont forcé JC Decaux à faire retirer les affiches. À savoir, aussi ce qui est intéressant, c'est quelques jours après, la mairie de Paris a annoncé que la flamme olympique allait être tenue par un drag queen. Donc en fait, ils étaient déjà en... Enfin, voilà, ce sont des gens qui se connaissent bien et évidemment, voilà. Bon, alors Dora Muto, vous restez avec nous. On va se demander dans un instant ce qui a déclenché dans votre livre cette vague de protestation. On va venir au cœur du livre. À tout de suite sur Sud Radio avec nos invités. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin sur Sud Radio pour regarder l'actualité à la loupe. Et je suis évidemment en compagnie de Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre et notre invité du jour est Dora Muto, auteur de Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Alors Dora, dans votre livre, vous racontez les dérives du lobby trans. Le lobby trans, est-ce que vous pensez que ça existe vraiment? Parce que pour beaucoup de gens qui n'ont pas une vision très claire des choses, ça peut paraître complotiste. C'est un peu comme le lobby franc-maçon, le lobby ceci ou cela. Est-ce que ça existe vraiment? Je me fais l'avocat du diable un peu. Oui, bien sûr que ça existe vraiment. En fait, les gens ont très peur de ce mot lobby, mais c'est tout simplement des gens qui créent des associations, des groupes qui se dirigent vers la même direction. Enfin, je veux dire le mot lobby, je vois pas tellement la gravité là-dedans, mais les gens en font tout un plat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une nébuleuse d'associations et de fonds, de philanthropes, etc., qui veulent que cette notion d'identité de genre rentre dans les lois et dans la culture et qui travaillent à ça. C'est aussi un lobby parce que il y a des intérêts financiers majeurs de l'industrie pharmaceutique, parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, voilà, il y a une grande militance pour que on laisse les enfants transitionner. Donc, on peut donner des bloqueurs de puberté en France à des enfants à partir de l'âge de 8-9 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'un enfant ou une personne, même adulte, rentre dans dans cette histoire de transition, dans ce parcours de transition, eh bien, ce sera un client à vie de l'industrie. Oui, il est accroché. Oui. Il va être accroché et surtout c'est un parcours sans fin parce que on veut toujours s'améliorer, on n'arrive jamais à atteindre l'autre rive entre guillemets. Donc ensuite ça va être les chirurgies, les injections, le botox, l'acide hyaluronique, les fringues. Enfin, la personne trans est le top consommateur en fait. C'est un consommateur qui on peut absolument tout vendre et puis même on peut lui vendre, vu qu'il va devenir infertile, va falloir l'aider aussi pour qu'il réussisse à se reproduire. Donc il y a tout, en fait c'est plein d'industries ensemble qui vont profiter. Je vois très bien. Alors d'abord, je voudrais quand même demander à Victor Lefebvre ce que représentent les changements de sexe en France. On n'a pas vraiment idée de ce marché qui aujourd'hui touche également les adolescents. Oui, d'ailleurs, vous donnez un chiffre dans votre livre, Dora Muto. C'est le chiffre de 117 000. C'est ce que représente, si on additionne toutes les opérations pratiquées, le coût pour un homme qui irait au bout de sa transition. Pour 117 000 euros. Pour l'assurance maladie, en cumulant vraiment toutes les opérations possibles. En théorie, ça peut aller
jusqu'à 117 000 euros. Et il y a un rapport d'une association LGBT qui donne le chiffre de 9 000 personnes qui bénéficient d'un mécanisme de l'assurance maladie qui s'appelle l'ALD 31, qui permet d'être remboursé intégralement des opérations qui sont pratiquées. Et vous donnez également un autre chiffre, c'est qu'en 2020, 1260 actes chirurgicaux pour transsexualisme ont été pratiqués en France. Alors, 9000 candidats au changement de sexe. J'avais envie quand même, Dora Muto, de vous demander comment s'organise ce fameux lobby trans. Parce que 9000 personnes, c'est à la fois un nombre significatif, mais c'est pas un très grand nombre comparé à la population française, je rappelle. Alors, il faut bien comprendre qu'en France, on est au début de ce mouvement transgenriste. Aux États-Unis, il y a il me semble, plus de 1,6 million de personnes qui se déclarent trans. Et on voit qu'aux États-Unis, on est passé de quelques cliniques du genre, de 3 à 65 cliniques du genre qui font ces opérations de transition. Donc, on voit que c'est un marché grandissant. Il y a aussi certaines statistiques qui montrent qu'un certain nombre d'adolescents en France il me semble que c'est plus de 10% des adolescents qui ne se reconnaissent ni dans le sexe féminin ni dans le sexe masculin. Donc, en fait, la problématique, c'est pas seulement les gens qui transitionnent, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est un courant culturel assez puissant, notamment chez les moins de 35 ans sur TikTok, Instagram, etc., où on leur vend une idéologie où finalement, il y aurait cette non-binarité, le sexe serait un spectre, et du coup, on vit dans un monde, pour les jeunes, qui est assez flou, assez relatif sur ces questions-là. Donc ça va au-delà de ça, et surtout c'est un marché grandissant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y a 9000 personnes qui sont sous ALD, il y a aussi plein de personnes trans qui ne sont pas forcément sous ALD, et de toute façon les statistiques montrent que chaque année, en fait ça grandit quoi. Ouais. Alors comment le transgenrisme met la pression sur les entreprises et dans les médias? Je voudrais vous entendre là-dessus, Dora Muto. Alors oui, je vais vous parler du marché américain parce que pour l'instant, c'est ce marché-là qui est le plus grand et puis on a pas mal étudié ce sujet-là. En fait, aux États-Unis, il y a un certain nombre de fonds et de philanthropes qui financent un certain nombre d'associations. Il y a une association qui s'appelle The Human Rights Campaign, donc c'est comme ça un très très joli nom, et qui chaque année produit ce qu'on appelle un indice d'égalité des entreprises. Donc c'est c'est une feuille de notation qui va dire quelles sont les entreprises les plus inclusives, les plus trans-friendly. Et donc, ces entreprises-là, pour avoir une bonne note, vont par exemple devoir proposer des mutuelles qui remboursent intégralement les transitions. Ils vont devoir aussi faire des publicités avec un certain nombre de personnes transgenres. Ils vont devoir utiliser le vocabulaire transgenriste. Il faut que dans leurs toilettes, les personnes qui ont transitionné puissent aller dans les toilettes du sexe opposé. Enfin, il y a tout un tas de choses à respecter pour être bien noté. Trans-friendly. Est-ce que par exemple le fameux il, elle, iel, ça fait partie du langage transgenriste ? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle les pronoms. Et justement, dans les grandes startups, c'est plus des startups, dans les grandes boîtes tech américaines, les GAFA, etc., effectivement, mettre ces pronoms, par exemple, dans son email ou quand on a une réunion avec son petit badge, c'est hyper, hyper important. Il faut absolument mettre ces pronoms. On le voit bien sur LinkedIn et sur Facebook, sur tout un tas de plateformes, Instagram, etc. Aujourd'hui, on vous demande vos pronoms. Et si on ne respecte pas vos pronoms, c'est ce qu'on appelle du mégenrage, et dans certains pays, ça peut être puni par la loi, si on mégenre. Alors, on a l'habitude de dire qu'à l'université, c'est un peu le repère de la science, et curieusement, le transgenrisme aussi s'impose dans les universités. C'est-à-dire que, vous voulez dire qu'aujourd'hui, dans les universités américaines, on remet aussi en question les lois génétiques qui nous gouvernent, c'est-à-dire XX ou XY. Eh ben non, il y a aussi confusion chez les universitaires américains. Oui, américain et même français. Je veux vous dire, par exemple, à Sciences Po, il me semble que c'était il y a 2 ans, il y a plusieurs personnes qui ont voulu faire un colloque sur le genre et la biologie. Eh bien, ce colloque a été annulé par Sciences Po parce que les étudiants ont fait tout un foin. Donc, on voit bien que dans les universités, surtout dans tout ce qui est sciences politiques, sociologie, toutes les universités aussi d'art appliqué, etc., sont complètement à la botte de cette idéologie.
biologie, et on a énormément d'étudiants aujourd'hui qui s'en plaignent parce que malheureusement, s'ils ont un avis un peu qui diverge là-dessus, ça va être compliqué pour eux. Et au-delà de ça, ça touche même le monde des études en fait qui sortent de ces universités-là. Il y a un groupe de chercheurs qui se sont amusés à publier des études complètement absurdes, sur le fait que si les hommes hétérosexuels se mettent un god dans les fesses, ça les rend moins transphobes. Enfin, ils ont réussi à faire publier des études, mais complètement claires dans les journaux sciences sociales. Et après, ils ont dit à tout le monde que c'était une blague. Mais ce genre d'article sans queue ni tête, juste avec un vocabulaire hyper wokiste, est passé crème, quoi. Alors, le transgenrisme, vous dites, il faut s'en méfier parce que ça va aussi pénétrer dans nos lois. Qu'est-ce qu'il faut redouter en particulier, Dora Muto ? Déjà, ce qu'il faut redouter est déjà un peu passé, c'est-à-dire que depuis 2016, il est tout à fait possible en France, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On peut être un monsieur, avoir gardé son pénis, tout son appareil génital, et être reconnu comme femme à l'état civil. C'est-à-dire que on va être femme sur ses papiers, sauf qu'en réalité, on a tout gardé, quoi. La seule chose qu'on a à faire, c'est se présenter en tant que femme, c'est-à-dire que il faut que son entourage utilise justement les bons pronoms, donc disent que cette personne est elle, que cette personne se vêtisse de façon féminine, et c'est suffisant pour changer son état civil en femme, et ce qui pose d'énormes problèmes. Bien sûr, je pense à la prison, par exemple. Un homme qui serait devenu femme, enfin réputé femme, comme ça, qui se retrouve dans le département des femmes, ça peut quand même créer quelques soucis de cohabitation, là, pour le coup, en maison d'arrêt. Tout à fait. Et puis, il y a eu quelques faits divers. Alors, évidemment, c'est pas la majorité, mais de faits divers de personnes qui ont violé leur co-détenu parce que, ils avaient gardé tout leur bordel. Et puis, bien qu'ils se disent femmes, ils avaient des pulsions apparemment très masculines. Pareil, dans les sports, on se retrouve... Après, c'est un exemple qu'on peut retourner pour la prison, parce qu'on ne peut pas donner très cher de l'espérance de vie d'un détenu habillé en femme dans une prison d'hommes, surtout vu l'état des prisons aujourd'hui. Donc, c'est un problème qui peut paraître insoluble dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, il faut faire des cellules, des quartiers de prison spécialisés. C'est pas aux femmes de risquer leur vie avec c'est pas ce que j'ai dit, mais... Voilà. Absolument. Donc, je veux dire, si les hommes entre eux ont des problèmes, c'est une chose, mais je veux dire, c'est pas aux femmes de récupérer la problématique chez elles. Moi, je trouve que ça, c'est inacceptable. Et puis, c'est la même chose dans les sports. C'est-à-dire que on se retrouve avec un certain nombre d'hommes qui ont à peine transitionné, et même quand ils ont transitionné, de toute façon, le squelette d'un homme ne sera jamais celui d'une femme, la musculature non plus, malgré la prise d'œstrogène. Et donc, par conséquent, ce sont des hommes qui gagnent dans les compétitions sportives de femmes. Il y a plus de 600 femmes à travers le monde, des sportifs de haut niveau qui ont perdu parce que des hommes ont pris leur place. On va en parler dans un instant avec Victor Lefebvre, et on verra d'ailleurs quelles sont les recommandations du comité olympique pour les prochains Jeux. Très intéressant. Et on vient de voir comment les activistes de la cause transsexuelle imposent de plus en plus leur modèle. Ce que je vous propose, c'est dans un instant de vous retrouver et de constater au service de quelle vision du monde s'impose le lobby trans. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi matin pour regarder l'actualité à la loupe, toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours Stéphane Simon. Victor Lefebvre également est avec nous de Factuel.media, et notre invitée du jour est une des autrices de Transmania, enquête sur les dérives de l'idéo transgenre. C'est aux éditions Magnus. La troisième partie de votre livre, Dora Muto, justement, de votre livre Enquête sur les dérives du lobby transgenre, justement, revient aux idées qui sont à l'origine du transgenrisme. Quelle vision du monde veut imposer le transgenrisme ? Alors, le transgenrisme, ça veut, au bout du bout, imposer une vision du monde transhumaniste. Alors, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de transgenristes assez connus qui ont écrit certains types de livres. Par exemple, il y a Martin Rothblatt, donc c'est un homme qui est devenu une femme, qui a écrit dans les années 90 un livre qui est passionnant, qui s'appelle From Transgender to Transhuman. Donc, il explique pourquoi et comment le transgenrisme est la première étape pour nous amener vers le transhumanisme. Parce que pour lui, finalement, tout ce qui compte, c'est l'esprit. Et on devrait basculer dans un monde où on a ce qu'il appelle the freedom of form, donc la liberté de la forme.
Et donc, pour lui, quand on aura compris que finalement notre corps est au service de l'esprit, que notre corps est au service de notre esprit, eh bien, on pourra moduler notre corps comme bon le semble, et finalement, le sexe ne résiderait que dans l'esprit. Lui, il voit les choses encore un peu plus loin. Il pense que le trans est ce qu'il appelle le persona creatus, donc le personnage qui se crée lui-même, le créateur de lui-même, et que bientôt, quand on aura compris que le corps n'a pas trop d'importance, on pourrait carrément télécharger notre esprit dans des ordinateurs. Et lui, il est déjà en train de le faire avec sa femme. Il est en train de créer un robot qui s'appelle Bina 48. Et il transfère l'esprit de sa femme dans ce robot pour qu'elle puisse survivre après sa mort. Il investit aussi beaucoup dans tout ce qui est la cryo pour pouvoir se réveiller peut-être dans des années, parce que finalement cet effacement du sexe n'aura plus trop d'importance, dans le sens où si on vit hyper longtemps, et bien dans ce cas-là on n'aura plus besoin de se reproduire, donc soi la sexualité n'a pas de... Voilà. Ouais, si je vous comprends bien, ça consiste, c'est l'étape numéro 1 vers la réification du monde, c'est-à-dire du monde du corps, c'est-à-dire on est en train de faire du corps une chose aléatoire, complètement secondaire, et puis seul compte finalement l'esprit, et on met l'esprit dans la forme que l'on veut, c'est-à-dire une forme masculine, une forme féminine, peu importe finalement. Alors, on voit bien les difficultés, et puis ce que génère ce mouvement transgenre, mais je voulais vous demander comment est-on passé du féminisme, qui est un mouvement de revendication, on va dire, extrêmement louable, d'égalité entre hommes-femmes, au transféminisme. Comment est-ce qu'on est passé dans l'histoire des idées et des combats du féminisme au transféminisme, Dora Muto ? Justement, finalement, le féminisme, dans les 20 dernières années, a commencé à se faire parasiter par le mouvement queer, et donc par conséquent, et par cette notion aussi d'intersectionnalité qui n'était pas mauvaise à la base. L'idée de l'intersexualité, c'est pas intersexualité, mais intersectionnalité. Ah, c'est pas simple à prononcer le samedi matin, pardon, intersectionnalité. Voilà. Exactement. Était en fait de pouvoir voir où est-ce que les luttes se rencontraient. Par exemple, le fait d'être à la fois être une femme et être une femme noire, il y a une intersection des oppressions, comme on dit, et donc de pouvoir parler de ça. Sauf que la problématique est que dans cet univers intersectionnel, on a fait rentrer cette notion de transgenrisme, et donc ce qui fait que finalement la personne la plus oppressée, parce qu'il faut comprendre que dans le milieu féministe, on parle tout le temps d'oppresseur oppressé, et finalement la personne la plus oppressée serait la femme trans. Ce serait elle qui serait vraiment en haut de la pyramide de toutes les oppressions, et donc la femme trans est un homme. Donc en fait ça pose un peu un problème, c'est-à-dire que on se retrouve avec les personnes les plus écoutées au sein du féminisme, qui sont finalement des hommes, des mâles qui ont voulu devenir des femmes, et qui finalement ne comprennent absolument rien aux vraies problématiques féminines, parce que si on imagine que c'est le genre qui est au centre aujourd'hui du féminisme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que tout ce sur quoi on se battait, c'est-à-dire les stéréotypes de genre, dire non, être une femme, ce n'est pas aimer le rose, être une femme, ce n'est pas porter des talons, être une femme, ce n'est pas forcément être hyper féminine. Là, il y a un inversement, parce que peut se voir, un homme qui devient une femme, ça ne peut que malheureusement être à travers un certain nombre de clichés. Alors dans le sport, le transgenrisme aussi fait débat. On dirait qu'il y a comme une prise de conscience récente d'ailleurs sur ce sujet. Victor Lefebvre, on a vu récemment des sportifs trans se faire exclure des épreuves féminines. Et je voudrais savoir, que dit le comité olympique sur la présence d'athlètes transsexuels aux prochains Jeux olympiques ? Oui, alors pour les Jeux olympiques en fin 2021, le comité international olympique a décidé donc d'établir des directives à renoncer à établir des directives uniformes, et donc à laisser les fédérations internationales sportives se prononcer elles-mêmes. Et en mars 2023, la Fédération internationale World Athletics a décidé donc d'exclure de la catégorie féminine les athlètes transgenres qui avaient connu une puberté masculine, donc celles qui ont fait leur transition après 10-12 ans, donc pour des raisons d'équité sportive. Donc il n'y aura pas d'athlètes trans aux Jeux olympiques cet été. Dora Muto, qu'est-ce que ça vous inspire, ces décisions récentes du comité olympique ? Moi, le comité olympique, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient laissé pendant
pendant un certain temps un flou. Et puis on voit voilà la ministre des Sports là il y a quelques jours sur Combini qui disait que voilà il fallait inclure les personnes trans et que bon c'était à chaque fédération de faire son marché, de prendre des décisions. Moi je trouve pas ça normal du tout. Enfin je veux dire je trouve que c'est un crachat à la gueule des femmes. Je trouve que c'est inacceptable. Hein. La fédération de rugby le fait, si je dis pas de bêtises, je crois que la fédération de rugby française, il y a quelques années, s'est prononcée en faveur de l'intégration des athlètes trans. D'accord. Jean-Marie Bordry, vous vouliez poser une question. Moi, j'avais trois choses à dire. D'abord, j'aimerais dire que je trouve absolument scandaleux les violences et les menaces que Dora Muto et Marguerite Stern subissent depuis des mois. Absolument. Et c'est la même chose que ce que subit J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, depuis des années. C'est un scandale sans nom. Au-delà de ça, j'ai deux petits bémols. D'abord, le premier, j'ai l'impression que dans ce débat, on n'a jamais de place pour de la nuance. Est-ce qu'on peut admettre qu'une bonne partie des trans qui sont, par exemple, en France, ne sont pas forcément des militants transactivistes ou idéologues, et que ce sont après tout des gens qui demandent juste qu'on leur fiche la paix, qui vivent dans leur coin sans avoir à prétendre à quoi que ce soit d'autre? Ça, c'est ma première question, Dora Muto. Et la deuxième, instinctivement, imaginons qu'une femme transgenre arrive dans la pièce, c'est-à-dire un homme qui a fait sa transition et qui est devenu une femme, et qu'elle me serre la main et me dise bonjour monsieur. Je pense que je lui répondrai naturellement bonjour madame, instinctivement par correction, que ça ne me coûtera rien et que ça m'engagera à rien d'autre. Et j'aimerais bien aussi connaître votre sentiment sur le sujet. Alors la première chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a les militants transgenristes, c'est d'ailleurs pour ça que j'appelle ça des transgenristes. Et puis après, il y a des personnes trans ou transsexuelles qui ont transitionné et qui ne posent aucun problème. Pour moi, la problématique, elle n'est pas, le but n'est pas de viser ces gens-là. Le truc, c'est de remettre en question tout un système et toute une idéologie, parce que quoi qu'il en soit, même si ces gens vont extrêmement mal, moi-même, je connais un certain nombre de transsexuels qui aujourd'hui se posent des questions si c'était tout à fait la bonne chose à faire que de se faire couper le sexe de A à Z. Ils vont pas forcément toujours mieux ensuite, ils ont des phases d'euphorie. Et donc, la question, c'est plutôt, moi, je questionne plutôt le monde médical que plutôt remettre en cause des individus. Je n'attaque pas les individus, mais par contre, je questionne quand même un certain nombre de médecins transaffirmatifs qui font quand même des chirurgies d'ablation des parties génitales pour des corps sains. Et c'est surtout ça, c'est surtout ça que je questionne. Ensuite, il y a toujours eu effectivement des personnes transsexuelles qui avaient un problème d'ordre psychiatrique. Il y en a un certain nombre qui d'ailleurs le reconnaissent tout à fait et qui n'ont pas trouvé d'autres solutions. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'études en fait sur ce qu'est la dysphorie de genre, qui est une sorte de fourre-tout où il y a tout un tas en fait de comorbidités psychiatriques ou neuro parfois en dessous. Et donc, par conséquent, il y a un certain nombre de personnes trans aussi qui demandent plus d'études pour savoir en fait ce qui se joue vraiment, pourquoi elles sont si mal, etc. Donc voilà, première réponse là-dessus. Oui, et sur la question de la poignée de main, est-ce que vous êtes comme Jean-Marie, vous dites spontanément à quelqu'un qui est habillé en femme, bonjour madame ? Tout simplement. Alors, ça dépend. Justement, on a eu un gros débat avec Marguerite, avec qui j'ai écrit ce livre, sur comment on appelait un certain nombre de personnes trans dans ce livre que nous avons nous-mêmes rencontré et que moi-même j'ai genré au féminin par pure politesse, bien que je suis un peu départagée sur cette question. C'est-à-dire que effectivement, pour conforter quelqu'un, pour pas lui faire du mal, pour pas la mettre mal à l'aise, évidemment, c'est plus simple d'accepter la façon dont cette personne veut être nommée, et je le fais généralement par gentillesse. Mais ceci dit, j'estime quand même que quelque part, c'est mentir. En fait, c'est mentir à cette personne, parce que la plupart du temps, je vois très bien que c'est un homme. Il y a des choses qui ne trompent pas, que ce soit dans la voix, dans le physique, etc. Et donc, c'est un peu par confort pour moi-même, c'est un peu par égoïsme par moi-même de lui mentir finalement, pour s'éviter toute problématique. Et est-ce que conforter les gens dans un mensonge, lorsque tout le monde le voit très très bien, que ce sont des hommes ou des femmes à l'inverse, il y en a très très peu qui ont un véritable passing parfait où on pourrait véritablement douter. Donc moi je sais pas si c'est gentil au final de mentir aux gens comme ça et de les installer dans une sorte de mensonge global où on est tous un peu gênés, donc en fait on fait semblant. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce qu'on ferait ça avec un schizophrène? Est-ce que vous lui diriez oui à quelqu'un dans la pièce avec... Sauf que ce sont pas, les personnes dont on parle sont pas nécessairement des malades mentaux. On peut pas non plus les comparer à des schizophrènes. Non, je suis pas d'accord avec vous dans le sens où être malade, avoir un problème psy, ce n'est pas une insulte. À aucun moment c'est une insulte. Et il y a encore pas si longtemps, le transsexualisme était une maladie psy, ça a été dépsychiatrisé, mais ceci dit, il y a quand même une ALD.
Je veux dire, il y a un paradoxe. Pourquoi est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale intégralement si ce n'est pas un problème ni une maladie? Je veux dire, il y a un moment... Merci Laura Moutot. Je rappelle que votre livre s'intitule Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. C'est publié aux éditions Magnus. Merci Victor Lefebvre d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h pour une nouvelle heure libre. Tout de suite, On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Absolument, changement de sujet et d'ambiance. Changement de sujet on va parler et de d'ambiance. votre automobile avec des infos exclusives. Sud Radio, juste après les infos. Comment échapper légalement au malus écologique. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, bien sûr.